Notre histoire prend place aux États-Unis, dans le parc national de Glacier, dans l'État du Montana. Le parc se situe proche de la frontière canadienne, donc on est vraiment dans le nord de l'État et du pays. C'est dans ce vaste étendue de terrain, entre montagne et forêt, que le pire survient en juillet 2013. Le 8 juillet, Cameron Fredrickson s'étonne de ne pas avoir de nouvelles de son ami et employé Cody Johnson. Le jeune homme de 25 ans est toujours à l'heure au travail habituellement. Cameron l'a appelé à plusieurs reprises, mais en vain. Ce n'était pas dans ses habitudes de ne pas donner de ses nouvelles. Ce n'était pas normal. Ici, Cameron ne peut pas appeler la femme de Cody, Jordan Graham, car elle est elle-même au travail. Le couple s'est marié 10 jours auparavant. Cameron laisse passer quelques heures avant de faire un signalement à la police de Kalispell. Ce même département reçoit plusieurs appels dans la journée concernant ce même individu. Les policiers prennent ces annonces au sérieux et décident de se rendre chez le couple dès le lendemain. Jordan Graham, 22 ans, témoigne face aux agents. Tout comme les autres amis de Cody, elle n'a aucune nouvelle. Le jeune homme avait prévu de retrouver des amis au parc national de Glacier à 1 heure de Kalispell où le couple réside. La randonnée entre amis étant prévue le 7 juillet, la jeune femme s'attendait à retrouver son mari le lendemain, après sa journée de travail. Il n'y avait pas lieu à s'inquiéter pour elle. Le témoignage de la jeune femme de 22 ans est recueilli le 9 juillet. Elle raconte que son mari lui a envoyé un message lui disant qu'il était parti avec un ami qu'elle ne connaît pas. Le jeune homme n'est pas rentré et il ne lui a donné aucune nouvelle. Jordan ne peut pas montrer le message en question à la police car son mari et elle ont l'habitude de supprimer ce qu'ils s'envoient. C'est un peu bizarre ça quand même. Est-ce que vous faites ça vous avec votre petit ami ou votre mari ? Est-ce que vous supprimez vos conversations ? Est-ce que c'est un truc qui se fait souvent ou au contraire elle est très suspecte ? J'aimerais bien savoir, je suis assez curieux là-dessus. Jordan assure avoir débuté des recherches de son côté avec des proches, sans que cela n'ait mené nulle part. La jeune femme fait part de ses inquiétudes sur son compte Twitter. L'entourage de Cody est mis au courant. Les amis du jeune homme comprennent assez rapidement que la situation est anormale. Ce n'est pas le genre de Cody de disparaître sans dire où il est et où il a l'intention de se rendre. La veuve apparaît comme une personne d'intérêt pour eux et bon nombre d'entre eux se méfient. Elle a entre-temps changé de version quant au départ de Cody de la maison. Jordan a vu les amis de son mari venir le chercher, mais elle ne les connaît pas. Elle ne peut donc pas les identifier par leur nom. Le 10 juillet, Jordan signale une information à la police. Elle a reçu un mail de la part d'un prétendu ami de Cody. Il aurait vu la déclaration de Jordan sur Twitter. L'expéditeur, un homme du nom de Tony, lui renseigne que son mari est parti en randonnée avec des amis et que Cody est tombé. Voici ce qu'il va dire. Il disait qu'il devait partir avec ses copains et les emmener faire un tour. 3 de ses amis sont revenus en disant qu'il était allé faire un tour dans les bois, quelque part, et Cody est sorti de la voiture. Il est allé faire une petite randonnée et ils sont certains qu'il est tombé et qu'il est mort, Jordan. Je ne sais pas qui était ces gars, mais ils se sont enfuis. Donc annulez le rapport sur les personnes disparues. Cody est mort, ça c'est sûr. Ce mail est quand même très étrange et très particulier. On parle d'un individu qui est ami avec Cody, et cet individu envoie un mail à la femme de son ami. Déjà, pourquoi envoyer un mail plutôt qu'un message sur Twitter ? C'était beaucoup plus rapide. Surtout au vu de la situation, ça paraissait plus évident. Il ne semble pas avoir le numéro de Jordan, et je trouve étrange que Tony possède son adresse mail, mais elle l'a peut-être renseigné dans sa déclaration. Et sinon, autre point étrange, comment tu peux dire à la femme de ton ami qu'il est mort et qu'il n'est plus nécessaire de le rechercher ? Ça, c'était vraiment bizarre. Toute cette histoire de mail et de ses amis qui se sont enfuis et qui l'ont vu tomber, ça semblait vraiment, mais vraiment bizarre. On a juste l'impression que c'est un putain de mensonge. Il y a beaucoup trop d'éléments qui ne vont pas. La police prend conscience que cette disparition n'en est peut-être pas une. Elle décide de se rendre au parc national du Glacier dans le but de débuter des recherches. Jordan a elle-même commencé à chercher de son côté la veille avec des proches, mais en présence des autorités, la jeune femme est comme bloquée. Elle ne laisse rien paraître et elle fait le tour de certains endroits avec le même groupe que la veille.
Jordan a un sentiment particulier concernant un endroit que les gardes forestiers du parc appellent The Loop. Le petit groupe était déjà passé la veille dans la zone, mais il faisait trop sombre pour que les recherches soient optimales. Son intuition se révèle concluante. Cody se trouve à contrebas d'une falaise de 100 mètres de hauteur. Le disparu n'est malheureusement plus en vie. Il est face contre terre au niveau d'un plan d'eau. C'est un endroit peu praticable et escarpé avec de nombreux rochers. La sécurité du parc est obligée de faire appel aux autorités canadiennes pour l'aider à intervenir. C'est à l'aide d'un hélicoptère que la dépouille est récupérée. L'examen du corps permet de déterminer que la chute est la cause de la mort. Suite à la découverte du corps, la famille de Corey souhaite qu'une enquête soit ouverte. Le jeune homme n'est pas mort accidentellement, comme le laisserait supposer la conclusion des recherches. Jordan partage son chagrin sur Twitter avec une photo de leur mariage. Et voici ce qu'elle écrit dans le message. « Tu me manques, Cody. Pas un jour ne passe sans que je pense à toi. Tu vivras dans mon cœur pour toujours. Je sais que tu es dans un meilleur endroit maintenant, en veillant en bas sur moi. Tu es mon ange. Je t'aime de tout mon cœur et de tout mon âme. Nous nous reverrons un jour. » Le comportement de la jeune femme dans les jours qui ont suivi n'attire pas plus la sympathie des proches. Jordan est vue en train de chanter et de danser dans la voiture de Cody. Elle n'exprime aucune inquiétude. C'est comme si elle était passée à autre chose directement. La jeune femme ne fait pas partie des personnes qui ont pris contact avec la police. Elle est en communication constante avec son entourage par message et que Cody est parti avec des amis et qu'il ne va pas tarder à rentrer. Jordan apprécie énormément les réseaux sociaux, où elle raconte énormément d'aspects de sa vie. Cependant, elle est peu présente sur Twitter pour parler de la situation qu'elle vit. Maintenant, il est temps de vous présenter le couple et de savoir qui ils étaient. Jordan Lynn Graham est née en 1991 à Kalispell. Elle a un frère qui se nomme Michael. Les enfants Graham bénéficient d'une éducation stricte, rigoureuse, ce qui n'est pas pour déplaire à Jordan. Cette dernière est également attachée à la religion et se rend régulièrement à la Faith Baptist Church, que ce soit pour le culte hebdomadaire ou des événements organisés par l'Église. La jeune femme nourrit un rêve, celui de se marier et de construire son propre foyer. Elle souhaite d'ailleurs devenir maman à plein temps. En attendant de concrétiser son rêve, elle a un emploi et vit sous le toit de ses parents. Jordan et Cody se rencontrent à une fête organisée par l'église le 31 octobre 2011. Cody est né le 8 avril 1988 à San José, en Californie. Il est le fils de Sherry Ann et David Clarence Johnson. Ses parents se sont séparés et il a déménagé avec sa mère dans le Montana en 2002. Le jeune homme est connu dans la petite communauté de Kalispell. Il est bavard, charismatique et il a de nombreux amis. Le jeune homme aime rendre les autres heureux. Il a également plusieurs passions, que ce soit les voitures ou les sessions de tir avec des armes. Cody est employé dans la société Nomad Global Communication Service dans le domaine de la télécommunication. De son côté, Jordan est un peu plus réservée et timide. Elle accorde beaucoup d'importance à la religion et souhaite s'engager dans une relation sérieuse avant d'envisager quoi que ce soit sur le plan intime. La jeune fille l'avait déjà vue dans un restaurant Taco Bell après l'église un dimanche soir, mais ils ne s'étaient pas parlé. Jordan et Cody discutent beaucoup au cours de cette soirée, et le courant passe. La jeune femme fait la rencontre de nombreux amis de Cody à cette occasion. Les deux jeunes gens se retrouvent à plusieurs reprises après ça, ce qui leur permet de faire un peu plus connaissance. Les deux tourtereaux débutent alors une relation amoureuse. Cody s'entend bien avec les proches de la jeune femme et notamment le petit frère de Jordan. Il tombe totalement amoureux de Jordan et envisage un futur pour le couple. Il rêvait de fréquenter une jeune fille assidue à l'église, tout comme lui, ce qui était chose faite. Au fur et à mesure du temps, Cody a mis de l'argent de côté pour pouvoir acheter une bague à Jordan, dans le but de la demander en mariage. La proposition arrive en décembre 2012, un peu plus d'un an après la rencontre. Jordan est heureuse de cette nouvelle et partage assez rapidement son bonheur sur son compte Twitter avec une photo de la bague. La fiancée écrit « Il m'a fait sa demande, meilleur cadeau de Noël à tout jamais ». La planification commence et la date du mariage est fixée pour la fin juin 2013. Jordan est excitée face à cette nouvelle étape et elle montre sa joie à tout le monde. La jeune femme se déplace jusqu'en Californie pour enregistrer une chanson commandée à la société How Story How Song, une société qui crée des chansons pour les occasions spéciales. Cette société est celle d'Elizabeth Shea,
une compositrice connue dans le milieu du mariage. Le couple avait déjà souhaité marquer davantage l'événement. Les amis de Cody sont partagés concernant le mariage à venir de leur ami. Certains pensent que l'union ne va pas durer. Ils s'inquiètent de l'équilibre du couple, car ils ont l'impression que Cody se donne beaucoup de mal pour rien, que Jordan est assez peu réceptive. Parmi eux, il y a Cameron Fredrickson, dont on a déjà parlé un peu plus tôt. Ce dernier ne voit pas la relation saine entre les deux jeunes gens et exprime clairement son désaccord à Cody concernant son mariage. Cameron le connaît bien. Ils passent plusieurs heures de leur journée ensemble. Le jeune homme n'est pas heureux de constater que ses amis ne le soutiennent pas dans son projet. Le 29 juin 2013, le couple s'unit face à leur famille à Woodland Park, dans la ville de Kalispell. Certaines personnes remarquent que Jordan n'est pas tout à fait dans son état normal. Elle a d'ailleurs beaucoup pleuré avant de rejoindre son futur mari. Elle donnait l'impression de vouloir s'en aller. L'attitude de la mariée est mise sur le compte de la nervosité. Et ça pouvait se comprendre, un événement pareil, ça fait énormément stresser. Beaucoup de bonheur, mais du stress. Donc c'était assez normal. Mais au vu de l'histoire, ça paraît louche quand même. La nuit de noces de Jordan et Cody se déroule à Big Fork. Le jeune homme a voulu faire les choses bien et a demandé à une demoiselle d'honneur de Jordan d'acheter des fleurs pour décorer la chambre. Le jeune marié a cœur de satisfaire sa nouvelle épouse. Le couple retourne à sa vie dès le lendemain. Si le jeune marié est toujours dans l'euphorie de l'événement, cela ne semble pas être le cas de sa jeune épouse. Jordan fait rapidement part de sa confusion auprès de son amie la plus proche, Kimberly Martinez, qu'elle considère comme une sœur. Elle va lui dire qu'elle regrette de s'être mariée avec Corey. Les premières confidences à ce sujet interviennent le 30 juin, dans la nuit. Jordan révèle dans ses messages qu'elle pleure beaucoup depuis le mariage, qu'elle est constamment en train de se remettre en question. Les échanges se multiplient entre Jordan et son amie tout le long de la semaine. Kimberly essaie de rassurer la jeune mariée comme elle peut, mais Jordan fait part de ses angoisses et de son incapacité à les partager à son mari. La question de l'intimité la dérange énormément. Kimberly va la conseiller et lui dire de parler avec son jeune mari. Maintenant que je vous ai raconté tout ça, on revient directement dans le présent. Les policiers ont examiné de plus près le mail que Jordan a reçu de la part de Tony. Après enquête, ils ont pu déterminer que l'adresse mail de l'expéditeur avait été créée par Jordan elle-même. Elle l'a créée dans un ordinateur appartenant à ses parents. Le mail de Tony n'a été envoyé à l'adresse mail de la jeune femme que quelques minutes seulement après sa création. Les doutes à l'encontre de Jordan se confirment. La personnalité de Jordan devient plus claire aux yeux des enquêteurs alors que Kimberly leur présente la conversation échangée avec la veuve. Jordan aimait planifier le mariage, mais elle n'était visiblement pas prête à passer à cette étape. Elle n'a pas mesuré tout ce que cela impliquait. Les jours suivant l'événement n'ont fait que renforcer le malaise que Jordan avait à l'encontre de son mari. Elle était clairement dans une spirale qui la rongeait. Le 7 juillet, elle a révélé à sa meilleure amie qu'elle allait se confier à Cody. Les autorités avaient déjà découvert que les amis de Cody se méfiaient de Jordan, que son comportement lors de la relation et lors du mariage en avait surpris plus d'un. La compositrice Elizabeth Shea est approchée également par la police dans le cadre de l'enquête. Elle a eu l'occasion de rencontrer Jordan lors de l'enregistrement de la chanson de mariage. La future mariée semblait heureuse à l'idée d'épouser son fiancé. Son visage s'éclairait quand elle parlait de Cody. Cependant, Elizabeth s'est sentie mal à l'aise en découvrant les paroles que Jordan souhaitait pour sa chanson personnalisée. Voici un extrait des paroles pour vous donner une idée. Tout le monde veut un endroit sûr pour tomber, et tu es à moi. Tu m'as aidé à grimper plus haut pour avoir une meilleure vue. Tu es mon endroit sûr pour tomber. Tu ne me laisseras jamais partir. J'avoue que c'est étrange comme parole. C'est surtout très très dur à comprendre. Enfin, je sais pas si ça cache quelque chose, mais c'est bizarre. Donc dur à comprendre et très étrange. Le 16 juillet, la veuve est de nouveau convoquée par les enquêteurs. La jeune femme a changé de version plusieurs fois, ne l'écartant pas de la liste des suspects. La police a entre-temps dirigé les investigations dans son sens et ils ont entendu de nombreux témoignages. Ce sont 2 gardes forestiers du parc qui ont donné des éléments supplémentaires prouvant que la veuve n'est pas tout à fait blanche dans l'affaire. Un ranger avait été étonné de voir que Jordan avait trouvé le corps dans la zone du loop, surtout compte tenu de l'environnement. La veuve aurait assuré que Cody souhaitait venir ici avant de mourir. La jeune femme ne pouvait pas ignorer que Cody se trouvait là, car le corps était assez peu visible du haut de la falaise.
Jordan est acculée et elle est prise dans son propre piège. Elle vient d'indirectement avouer que c'était elle la meurtrière. Et voici ce qu'elle va dire. Je l'ai simplement poussée et je ne pensais plus à l'endroit où nous étions. T'étais quand même au sommet d'une falaise. S'il y a bien une chose à pas oublier, c'est que t'es très très haut. T'es très 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 haut. Donc pousser une personne simplement, je suis désolé, c'est que c'est un peu voulu à ce stade. Quelle idée de pousser quelqu'un à une telle hauteur ? Si c'est pas pour la tuer. Ouais, ça paraissait un peu trop facile dit comme ça. La veuve avoue par ses mots qu'elle a menti depuis le début et elle est prête à tout dire à la police. Le 7 juillet, Cody et elle se sont rendus au parc national du Glacier, à 1 heure de chez eux, pour passer la journée en amoureux. Ils voulaient faire une randonnée ensemble. Jordan souhaite profiter de ce moment seule à seule, loin du quotidien, pour se confier sur ce qu'elle ressent. Elle a enfin l'intention de mettre les conseils de Kimberly en pratique. Jordan appréhende les relations intimes depuis le mariage. Elle a été élevée depuis petite dans la religion et dans une éducation stricte. La jeune femme se confie à Cody et une dispute va éclater. Le jeune marié ne comprend pas tout ce que Jordan est en train de lui dire. En effet, elle ne lui fait pas seulement part de son inquiétude concernant l'intimité, mais aussi des doutes concernant leur mariage. Rappelons que l'union a tout juste 8 jours à ce moment précis. Cela a dû être un choc pour Cody. Il ne s'attendait absolument pas à ça. Le jeune homme a mis plusieurs mois avant de demander Jordan en mariage. Il en a fallu encore d'autres pour organiser la cérémonie. Jordan semblait heureuse. Les seules personnes réticentes à ce projet, c'étaient les amis de Cody, et ils ont été nombreux à lui dire de reconsidérer cette idée. Jordan ne supporte plus la dispute et elle décide de s'éloigner. Cody n'est pas d'accord et rattrape la jeune femme. Il lui saisit le bras dans le but de la retenir. Jordan se tire de l'emprise de son mari et pour exprimer sa colère, pousse Cody. Mais le couple se trouve à une falaise à un endroit dangereux et le jeune homme fait une terrible chute, la tête la première. La jeune mariée ne peut rien faire pour venir en aide à Cody et se contente de courir vers la voiture du couple. Jordan a les clés sur elle et elle prend la route du retour. Elle envoie des messages à des amis en rentrant, mais ne fait aucune mention de l'incident. Elle continue sa vie comme si de rien n'était. La jeune femme avait peur et ne savait pas ce qu'elle devait faire, donc elle a préféré ignorer. Le premier mensonge qu'elle a donné à la police et aux proches de Cody l'a entraîné dans tout le processus qui a suivi. L'entourage de la victime est sous le choc en apprenant les aveux de la veuve. Si plusieurs amis et proches de Cody avaient été surpris de l'attitude de Jordan suite à la disparition puis la perte de son mari, ils ne pensaient pas qu'elle serait allée aussi loin. Et l'un de ses amis va dire les choses suivantes. « Je ne m'attendais absolument pas qu'elle soit capable de blesser quelqu'un, surtout quelqu'un qu'il adorait. Il lui aurait tout donné, il lui aurait donné n'importe quoi, tellement il l'aimait. » Jordan est mise en examen pour homicide involontaire, mais n'est pas envoyée en prison. Elle se trouve assignée à résidence chez ses parents, le temps qu'un procès soit mis en place. Les funérailles de Cody ont lieu le 22 juillet au salon funéraire Johnson Glochat à Kalispell, en présence de sa famille et de ses amis. Un procès s'ouvre devant la Cour fédérale le 9 décembre 2013. Il doit durer que quelques jours seulement, jusqu'au 12 décembre. Les avocats de l'accusé axent la défense de leur cliente sur la thèse de l'accident. Jordan n'a jamais eu l'intention de tuer son mari. Cela a eu lieu lors d'une dispute. D'ailleurs ici, j'aimerais bien avoir vos avis. Selon vous, c'est un accident ou un homicide volontaire? Est-ce qu'elle était consciente de ce qu'elle allait faire ou c'était simplement un accident? J'attends vos avis, ça m'intéresse. C'est parce qu'elle avait peur de ne pas pouvoir expliquer l'événement. Cette ligne de défense ne convainc pas vraiment le tribunal. Jordan a parlé à son amie Kimberly pendant des jours au sujet de ses doutes, et celle-ci a invité à plusieurs reprises la jeune mariée à se confier à Cody. Il aura fallu d'une escapade au parc national du Glacier pour que Jordan se décide enfin à parler, alors que le couple se trouvait en haut d'une falaise. Il n'y a qu'une personne dans cette pièce qui sait ce qui s'est passé, et je ne pense pas qu'elle ait été tout à fait honnête. De nombreuses personnes viennent témoigner à la barre, décrivant comment la jeune femme était perçue par l'entourage de Cody. Le couple ne semblait pas en être un, et la faute est reportée sur Jordan. La jeune femme est assez froide à l'égard de Cody. Les deux amoureux ne se tenaient pas la main, il y avait toujours une distance entre eux. Plusieurs personnes ont parlé de la fameuse surprise que Jordan préparait pour Cody le 7 juillet. Cela devait avoir lieu au parc national du Glacier, l'endroit même où l'incident est survenu. Michael, le jeune frère de Jordan, se retrouve également à témoigner lors du deuxième jour du procès. L'adolescent est en colère
à cause des nombreux mensonges que l'accusée a présentés aux autorités avant d'être mise en face à ses incohérences. Elle aurait pu nous dire la vérité. Elle a dit un mensonge. On lui a demandé de dire la vérité et elle l'a répété. Elle a dû continuer à rajouter des mensonges pour le couvrir. Et c'est peut-être pour ça que je suis en colère. Il assure également ne pas avoir compris sur le moment pourquoi le groupe de recherche dont il faisait partie avec sa sœur était revenu au Loop le 11 juillet, alors qu'ils étaient venus sur place la veille. Michael s'effondre devant le tribunal. Jordan Graham plaide coupable de meurtre au 2e degré. L'accusé a passé un accord avec les procureurs en échange d'une peine de 30 ans. Le verdict doit être rendu le 27 mars 2014, lors de l'audience de détermination de la peine. 2 jours avant la date de l'énoncé de la peine, Jordan fait une demande pour l'ouverture d'un nouveau procès. D'après ses propres termes, l'accord est illusoire et une formalité creuse. Elle a lu une note de service où les procureurs ont fait part de la préméditation du crime et ont demandé une peine de prison de 50 ans de prison. Le juge Donald Molloy a refusé la demande et l'audience s'est tenue comme convenu. Jordan est condamné à une peine de 30 ans, comme conclu avec les procureurs. En 2015, un appel est déposé concernant l'affaire à l'initiative du défenseur public fédéral Michael Donao. Selon les termes de l'homme, la peine reçue par Jordan Graham lors de son procès était extrême. Le procureur adjoint des États-Unis, Zeno Bocuse, a une autre version. Le juge Molloy a rendu le verdict en s'appuyant à la fois sur les recommandations des procureurs, mais également sur la détermination de la peine. En novembre de la même année, le tribunal d'appel rejette la demande de Michael Donao. Jordan Graham doit être maintenu en prison pour l'ensemble de la peine reçue suite au procès. 2 mois plus tard, c'est la défense de la veuve qui intervient en faveur de sa cliente. Elle demande une nouvelle audience, mais la demande n'est pas prise en compte par le tribunal. Jordan Graham n'a jamais exprimé le moindre remords au sujet de son acte. Elle est aujourd'hui âgée de 33 ans. Et elle est incarcérée dans l'Alabama. Jordan pourra bénéficier d'une libération en 2043. On se retrouve pour la conclusion de notre affaire. Et ici, je vais vous reposer la question parce qu'on fait face à une affaire que je qualifierais de très particulière. Est-ce que selon vous, c'était un simple accident ou elle voulait vraiment le tuer? J'aimerais avoir vos hypothèses et vos théories dans les commentaires. Parce que cette histoire, quand on regarde bien, je la trouve vraiment flippante. Et ça rejoint un peu l'intro que j'ai faite au début. Je me dis qu'on n'est jamais sûr des choix qu'on fait. On a beau aimer une personne, choisir cette personne et se marier avec, qui nous dit qu'elle va pas te la mettre à l'envers? Sérieusement, quand tu vois des histoires pareilles, ça fait très peur. Jamais tu pourrais te douter qu'elle va faire ça, le pousser d'une falaise, sérieux. Ou pire, tu redescends, demande de divorce, tu le quittes, c'est terminé, tu passes à autre chose. Là, elle vient de prendre 30 ans de prison pour ça, bordel. Elle vient de gâcher sa vie pour une bousculade. Imaginez la folie de l'histoire. Comme je le disais, cette histoire n'a pas de sens quand on y pense. Elle n'aurait pas dû mener à la mort d'un jeune homme. Jordan Graham était une jeune fille bien, réservée, qui trouvait son sens dans la religion. Même si elle avait un peu de mal à s'ouvrir aux autres, elle savait à qui elle pouvait se confier, et c'est ce qu'elle a fait au lendemain de son mariage. Cody Johnson et elle sortaient ensemble depuis 1 an et demi quand le mariage s'est concrétisé. Le futur marié avait compris depuis des mois que Jordan était la femme de sa vie, et ce malgré les conseils de ses proches. Cody était un homme social, travailleur et également pratiquant. S'il savait s'amuser, il avait également l'espoir de rencontrer une compagne qui était également proche de la religion. Ils avaient de nombreux centres d'intérêt, et bien que la personnalité de Jordan soit différente de la sienne, Cody avait su déceler des qualités lui correspondant. La relation est née et les rencontres se sont faites entre l'entourage et les amis. Si le mariage est une étape importante dans un couple et qu'il renforce souvent l'amour, l'événement va changer Jordan d'une façon terrible. La jeune femme a l'impression qu'elle a fait une erreur et confie son désarroi à sa meilleure amie. Celle-ci lui répète à plusieurs reprises de parler de ce qu'elle ressent à son mari, car les messages allant dans ce sens sont nombreux. Jordan est dans un mal-être certain qui conduira le pauvre Cody à la mort. Le jeune homme avait reçu ces éléments plusieurs jours après le mariage, lui qui n'avait rien soupçonné. Et une dispute a éclaté alors que le couple se trouvait en haut d'une falaise. Après son terrible geste, Jordan n'a fait que mentir, alors qu'elle aurait pu dire la vérité dès le départ. Mais non. Elle a prétendu que Cody avait disparu, qu'il n'était pas revenu d'une sortie entre amis, puis qu'un prétendu ami avait causé sa mort. Des jours après, mis face à ces incohérences, elle a finalement avoué avoir causé la mort de son mari, dont elle avait retrouvé le corps. Jordan est resté sur l'angle de la dispute jusqu'au bout, même lors du procès.
alors que l'acte pouvait laisser entendre une préméditation. Elle a plaidé coupable et a bénéficié d'une peine réduite. La jeune femme n'a pas vraiment exprimé de remords concernant son acte. Jordan avait vécu toute sa vie en idéalisant le mariage et la future famille qu'elle souhaitait avoir. Le meurtre était accidentel et n'aurait été motivé par aucune raison. Ici, je présente mes condoléances à la famille et aux amis de Cody. C'était un jeune homme plein de vie, qui savait se faire apprécier des autres. Et je ne doute pas que ses proches aient toujours une pensée pour lui, même plus de 10 ans après sa mort. On se dirige tout droit au Mexique, dans les environs de la capitale du pays. José Luis Zepeda est né le 20 juin 1969. Il a 5 frères et sœurs, Patricia, Claudia, George, Guadalupe et Elena. La famille vit un drame assez tôt, suite au décès du père, Esteban Calva. José est âgé de 2 ans lorsque la tragédie survient. Ici, on ne connaît pas le nom de la mère de famille, mais on sait tout un tas de choses sur elle qui sont pas vraiment toutes roses. C'est une mère de famille violente envers ses enfants, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Et on a aussi plusieurs hommes qui font irruption dans sa vie. José et ses frères devaient les appeler papa. Le garçon est également abusé intimement par un adolescent de 16 ans, Tirso, qui était l'ami de son frère aîné George. José était seulement âgé de 7 ans. Comme il est d'un tempérament introverti, il ne semble pas qu'il en ait parlé à son entourage au moment des faits. Le calvaire de José n'en finit pas là. Quelques années seulement après les sévices subis, l'enfant est tout bonnement chassé de la maison par sa mère. Il se retrouve à vivre dans la rue dans un premier temps. José doit alors travailler très tôt, alors qu'il a seulement 12 ans. Il est gardien dans un parking de voitures et a également un emploi dans un bowling. Non seulement il travaille, mais il commet également ses premières infractions. José vit dans une chambre sur un toit du même immeuble que sa mère et ses frères et sœurs. Cela lui donne l'occasion de surveiller sa famille et sa mère, dont il cherche encore l'approbation. Le préadolescent est seul désormais pour s'occuper de lui, ce qui est une responsabilité énorme pour un garçon aussi jeune. Là, on peut remarquer qu'il avait un début de vie très compliqué. Ça commençait très mal pour lui et c'est jamais bon signe. Et justement, il va tomber dans l'alcool et abandonner son cursus scolaire. Il était au lycée et terminera son année un peu plus tard, visiblement par ses propres moyens. José exerce pendant quelque temps la profession de clown, en compagnie d'un de ses beaux-frères magiciens. Il se prend également de passion pour l'écriture en général. Il rédige de nombreux poèmes, des romans pour enfants, des pièces de théâtre et aussi des chansons. Il est très productif dans le domaine et cette activité devient rapidement son emploi. Il vend ses écrits sur le marché et récite de la poésie dans les rues de Mexico. L'homme fait la connaissance d'une femme, Haïdé, en 1996, avec qui il va former un couple et se marier. Le couple va donner naissance à 2 filles. Mais seulement quelques années après le mariage, José Luis et sa femme divorcent. Cette dernière quitte ensuite le pays avec ses 2 filles et emménage aux États-Unis. José est profondément impacté par cette situation et va plonger dans une dépression. L'homme est tombé dans la drogue qu'il consomme en parallèle de l'alcool. José ne va pas rester célibataire très longtemps. L'homme entretient plusieurs relations avec des femmes, avec qui il ne reste pas longtemps. Il se met en couple avec une femme prénommée Elia, puis Lydia Sanchez. Vers les années 2003 et 2004, José fait la connaissance de Veronica Martinez par le biais d'un ami. Cette dernière travaille dans une pharmacie. La relation ne tient pas non plus sur la durée et Veronica finit par quitter José. Les relations avec Lydia et Veronica semblent avoir été ses histoires les plus longues jusque-là, en plus de celles avec son épouse. José commence à fréquenter une femme de 32 ans, se nommant Alejandra Garabito, au cours de l'année 2007. Cette dernière est employée de pharmacie et elle est mère de 2 enfants. La relation est suffisamment sérieuse pour que la jeune femme présente son conjoint à sa mère qui s'appelle Soledad. Le couple José et Alejandra envisage pourquoi pas d'avoir un enfant à l'avenir. La mère d'Alejandra apprend que sa fille n'est pas allée au travail le 5 octobre. Ses soupçons se reportent rapidement sur le conjoint de cette dernière. La première fois que José a été présenté à la maman Soledad, elle ne l'a pas bien perçu. Elle ne le sentait absolument pas. Alejandra venait tout juste de changer de lieu de travail. Elle a été transférée à proximité de l'appartement de José dans le centre-ville.
La nouvelle pharmacie où elle devait travailler se trouvait plus proche du domicile d'Alejandra. La situation s'était apparemment dégradée dans le couple suite à ce changement, au point où la séparation avait été envisagée du côté de la pharmacienne. Mais José avait menacé de mettre fin à ses jours si cela intervenait. Ça, vous voyez, si vous tombez sur un homme qui menace de mettre fin à ses jours si vous devez le quitter, fuyez. Un conseil, fuyez. Croyez-moi, il n'y a rien de pire. Jouer sur les sentiments et essayer de faire peur à sa conjointe, non, c'est beaucoup trop sombre. Enfin bref, dès le lendemain, Soledad se rend dans le quartier de Zepeda afin de se renseigner au sujet de sa fille. Elle sait que José est consommateur de drogue et imagine qu'il séquestre sa fille chez lui. Pour elle, c'était pas impossible. La mère d'Alejandra apprend que des voisins ont vu José rentrer chez lui avec une femme ressemblant à la disparue. Soledad porte directement plainte contre Zepeda dans la foulée. Ses soupçons étaient désormais fondés. Ici, on va arriver dans une partie plutôt choquante. Donc, petit disclaimer. C'est toujours important de vous prévenir, bande de fourbes, parce que ce qui va suivre est très choquant. Le 8 octobre, soit 2 jours après le signalement de la disparition d'Alejandra, des policiers se rendent sur place. Ils ont compris assez rapidement que la situation était inhabituelle. Alejandra ne s'absentait jamais de son travail sans prévenir. Et en tant que maman, elle avait des responsabilités. Les voisins de José sont interrogés, comme l'avait fait Soledad. D'après eux, une odeur insupportable provenant de l'appartement de l'homme de 38 ans commence à embaumer l'immeuble. Celui-ci réside au 4e étage. Les policiers sonnent chez l'individu suspect. Les agents demandent à José s'il est possible de faire le tour de son appartement. Ils souhaitaient savoir si Alejandra se trouvait sur place. D'ailleurs ici, les policiers sont venus par surprise. Zepeda ne s'attendait absolument pas à les voir ici. Le domicile de José Zepeda fait peine à voir. L'endroit semble être le décor d'un film d'horreur. Il est dans un état lamentable et effectivement, une odeur particulière saisit les nouveaux visiteurs. Les agents font le tour des pièces et constate que José est bien seul chez lui. Cependant, l'endroit est suspicieux. Il y avait quelque chose de bizarre. Un agent ouvre un placard et tombe sur le corps d'une femme démembrée. Il lui manque l'avant-bras droit ainsi qu'une partie de la jambe droite en dessous du genou. Les membres manquants de cette personne sont retrouvés dans la cuisine, dans le réfrigérateur ainsi que dans une boîte de flocons de maïs. À l'intérieur de ce contenant, un os entouré de chair qui semble avoir été frit. José sent que la situation tourne mal pour lui. Là, il savait qu'il était dans la merde. Et il va essayer de s'enfuir en sautant par le balcon. Mais il ne réussira pas. Les agents l'interpellent et le conduisent directement à l'hôpital Xoco. Il souffre d'une légère commotion cérébrale, ce qui ne l'empêchait pas de répondre aux questions des policiers. José est soumis en parallèle de ses soins à des tests psychologiques. Il est confirmé assez rapidement que Zepeda a des tendances psychopathiques. La maison de l'individu est fouillée un peu plus en détail suite à son arrestation, dévoilant encore de sinistres trouvailles. Une poêle contenant de la chair humaine, un avant-bras apparemment, se trouvait sur la gazinière. Une assiette avec des morceaux de chair attend sur la table, accompagnée d'un demi-citron. C'était comme si l'homme était en train de se préparer un repas. Il était en train de manger quand les policiers sont arrivés. Sans plus attendre, la collecte des preuves débute. Le corps humain, dissimulé dans un placard de l'appartement, est transporté dans un institut médical dans le but d'être examiné. Les analyses permettront de déterminer rapidement qu'il s'agit d'Alejandra Garavito. La victime a été étranglée. La disparition d'Alejandra est devenue une affaire pour homicide. En parallèle de la fouille de l'appartement, Zepeda est entendu par les enquêteurs. L'homme va avouer son crime. Il a effectivement tué sa compagne, mais pour lui, il s'agit d'un accident. Le couple s'est disputé le soir du 5 octobre, et José a étranglé Alejandra jusqu'à la tuer. Comme il ne savait pas quoi faire du corps, il l'a caché dans un placard de son appartement, et il a commencé à le faire démembrer dans le but de le faire disparaître. Mais les enquêteurs ne croient pas à cette histoire. Ils pensent que la mort d'Alejandra était préméditée et qu'il aurait utilisé les lacets d'une paire de baskets se trouvant chez lui. Le sentiment de Soledad Garavito au sujet de José se confirme d'une bien triste manière. Si elle pensait que sa fille faisait l'objet d'une prise d'otage, elle ne s'attendait pas à apprendre le décès d'Alejandra. Elle témoigne auprès des enquêteurs, révélant tout ce qu'elle sait sur l'homme qui a partagé la vie de sa fille. L'homme s'est présenté comme un poète, dramaturge, metteur en scène et chanteur. Il assurait gagner $200 par jour en vendant ses œuvres, ce que Soledad n'avait pas cru.
En effet, l'homme n'avait pas l'apparence d'une personne gagnant bien sa vie. Zepeda semblait vouloir se montrer sous un jour qui n'était finalement pas le sien, dans le but de se faire apprécier. Il est également établi que José n'est pas uniquement au cœur de cette affaire. Les policiers se rapprochent d'une ancienne relation de l'individu, Lydia Sanchez, dont le nom au départ est dissimulé afin d'assurer sa sécurité. Cette dernière entretenait une histoire amoureuse avec le suspect avant de rompre. Son témoignage permet d'éclaircir de nombreuses zones d'ombre au sujet de la personnalité de José. La jeune femme a été courtisée par l'homme par le biais de poèmes qui lui faisaient parvenir ainsi que d'autres petits présents comme des fleurs ou des chocolats. Le côté obsessionnel de José ne lui a sauté aux yeux qu'après qu'il soit en couple. En effet, l'homme a une fixette concernant le nettoyage. Il se lave les mains en permanence, et notamment avant et après des relations intimes. Lydia remarque également que José pratique la sorcellerie. Il utilise différentes herbes et des langues de bœuf pour ses pratiques. Son comportement à l'égard de la jeune femme n'est pas des plus rassurants non plus. Il est d'une jalousie maladive, contrôlant et tente même de mettre fin à ses jours. Lydia ne supporte plus cette situation et décide de rompre. Une autre personne, dont l'identité est restée secrète, a témoigné face au procureur, donnant davantage de renseignements sur José. Il est fasciné par les vidéos à certains caractères impliquant des animaux, la sorcellerie, ainsi que le roman Les 120 journées de Sodome. Petit point littérature ici, mais c'est l'une des œuvres du marquis de Sade qu'il a écrit alors qu'il se trouvait en prison à la Bastille en 1785. Cet homme a passé un tiers de sa vie derrière les barreaux pour divers actes, dont des actes de torture à l'encontre de femmes. C'est quand même grâce ou à cause de ce monsieur qu'on a eu des mots comme sadisme, sadique ou SM. La petite parenthèse que je viens de faire ici, c'est vraiment pour dire que ce livre, c'est pas rien de l'avoir en sa possession. Ça vous laisse une idée des quelques thèmes qu'on peut y retrouver. Enfin bref, reprenons notre récit. Cuthberto Enriquez, conservateur d'une exposition sur les tueurs en série au Centre culturel de la police de Mexico, se demande si les actes de José n'ont pas été motivés par une forme de frustration. D'après lui, c'est le fait que sa carrière dans l'écriture ne décolle pas qui a généré de la frustration puis de la colère. Il serait très intéressant d'obtenir une copie de son travail. Cela donnerait probablement un bon regard psychologique sur ses concepts du bien et du mal. Le 16 octobre, José plaide coupable du meurtre de sa compagne devant le parquet du district fédéral. Cependant, selon lui, ce n'était pas un cannibale. Le corps d'Alejandra a été découpé et cuit dans le but d'être servi à des chiens errants. Il n'avait apparemment aucune envie de les consommer. Le procureur Gustavo Salas maintient toujours la version de la préméditation et les faits de cannibalisme. Il s'appuie sur les constatations faites par les enquêteurs lors de la fouille effectuée au domicile du suspect. Entre la cuisinière avec les restes humains dans la poêle et les restes humains retrouvés dans le réfrigérateur, il y a peu de doute sur les intentions du meurtrier concernant sa victime. Et j'avoue qu'ici, c'est dur de le croire. José Zepeda, t'es un peu en train de nous prendre pour des cons. Ça paraissait évident qu'il voulait manger cette viande. Et là, pour peut-être atténuer sa peine, il dit tout le contraire. Et quand on regarde bien, il y avait même un plat préparé avec du citron, si j'ai bien compris dans les articles que j'ai pu lire. Pourquoi tuer des personnes pour faire des choses comme ça ? Ça n'avait aucun sens. 2 jours après le plaidoyer de culpabilité de l'accusé, le bureau du procureur a fait une déclaration au sujet de l'affaire. L'accusé aurait maltraité et tué une ex-petite amie du nom de Olga Libia. Celle-ci, professeure d'anglais de 23 ans, a été contrainte de visionner des films à un certain caractère impliquant des animaux. Olga a également subi des abus sexuels. Le corps de cette dernière n'a jamais été retrouvé. J'ai trouvé intéressant de mentionner Olga Libia, même si c'est une personne dont on a assez peu d'informations. C'est là qu'on se rend compte que la justice a tout tenté pour retrouver les victimes de Zepeda. Je me demande d'ailleurs comment ce nom est venu à l'oreille des enquêteurs. L'accusation est d'ailleurs persuadée que José Zepeda a commis d'autres crimes. Selon eux, il aurait commis plus de crimes qu'on ne le pense. 2 corps de femmes démembrées avaient été découverts à Mexico le 30 avril 2004 et en avril 2007. Les restes humains avaient été déposés dans des contenants peu habituels. C'était à l'abri des regards dans des cartons ou des sacs. La première victime s'est avérée être Veronica Martinez. C'était une ex-petite amie de José. Quant à la seconde, elle n'avait plus ses mains
et ses pieds. Il s'agissait d'une prostituée dont le véritable nom n'est pas connu. Elle se nommait elle-même la Jarocha et elle était bien plus jeune que les autres victimes de Zepeda. J'ai même pu lire qu'elle était adolescente, car on sait finalement assez peu de choses sur elle. Avec le comparatif du mode opératoire de José, il s'est avéré que les victimes ont été étranglées, tout comme Alejandra Galeana. C'est grâce à l'intervention de Judith Reynoso, la mère de Veronica, que les autorités ont pu se pencher à nouveau sur le dossier de sa fille. En effet, en apprenant l'arrestation de Zepeda, elle s'est souvenue que Veronica et lui entretenaient une relation amoureuse. L'homme se montrait violent envers Veronica, à tel point qu'elle s'est réfugiée chez un ex-petit ami. La jeune femme s'est rendue au travail le 24 avril, jusqu'à ce que ses restes soient retrouvés moins d'une semaine après. José Luis ayant tué sa petite amie, Judith se dit qu'il a fait probablement la même chose à Veronica, avant de se débarrasser du corps de cette dernière. Les restes de Veronica ont été retrouvés dans plusieurs sacs en plus de certains indices, dont les analyses n'avaient pas vraiment abouti à l'époque. La police avait mis la main sur un reçu de chaîne de télévision câblée avec un code barre. Avec la récente mise en arrestation de José Luis en contenu du lien avec la victime, les preuves ont été récupérées et ont pu relier Zepeda au meurtre de son ancienne petite amie. Judith est soulagée de voir que sa requête auprès des autorités est prise au sérieux. Elle élève les 3 enfants de Veronica depuis le drame, qui apprennent alors dans quelles circonstances leur mère a connu la mort. Judith sait que sa fille et José ont fait la connaissance par le biais d'une connaissance en commun, un collègue de travail de Veronica. Un homme du nom de Juan Carlos est interpellé le 19 octobre 2007. Cela intervient suite à des recherches menées par les autorités dans les districts de Tezamac et de Chimalhuacán. L'individu a été soupçonné d'être le complice de José dans les meurtres. Les 2 individus auraient d'ailleurs entretenu une relation sentimentale. On ne sait pas dans quel contexte les 2 hommes se sont connus, et on ne sait pas si le lien existant entre eux s'est maintenu en parallèle des histoires de José. Veronica aurait quitté José à cause de la jalousie excessive de ce dernier. Juan Carlos, convoqué au bureau du procureur, confirme qu'il connaissait Veronica puisque c'est lui qui est à l'origine de la rencontre entre Veronica et José. Il n'a en aucun cas participé à la mise à mort de la jeune femme. Donc 2 jours avant la découverte des restes de Veronica, Juan Carlos est venu rendre visite à José. Et il est aussi tombé sur Veronica qui se trouvait allongée sur son lit. On ne sait pas dans quel état la jeune femme se trouvait à ce moment-là, mais elle était apparemment toujours en vie. Suite au décès de cette dernière, Juan Carlos a dû la laisser sur le lit afin que José s'en occupe. Ce dernier menace Juan Carlos de tuer sa mère ainsi que sa sœur s'il ne le soutient pas et s'il fait part de ce qu'il savait à la police. Le rôle de Juan Carlos dans le décès de Veronica est difficile à déterminer. Cependant, la victime accusait l'individu de lui avoir volé 50 000 pesos, soit environ 2700 €. Veronica en avait fait part dans une lettre adressée au ministère public en mars 2004, un mois avant la découverte de ses restes. Juan Carlos doit alors répondre de ces accusations. Ici, je n'ai pas pu trouver plus de renseignements à ce sujet. La coïncidence est troublante quand on y repense. Juan Carlos aurait très bien pu souhaiter le décès de Veronica afin qu'elle n'ébruite pas cette affaire auprès de tous. Le 24 octobre 2007, la mention de cannibalisme est ajoutée au dossier contre Zepeda par le parquet. Dans les jours qui suivent, une sorte d'autobiographie du meurtrier est partagée. Il s'agit d'un recueil de poésie intitulé « Instinct cannibale » que José n'a jamais fait publier. Les sujets abordés sont divers, bien que peu habituels quand on parle de poésie. Copophagie, relations SM, relations sexuelles et cannibalisme. La couverture du roman est une photo du tueur Hannibal Lecter. Le roman aurait depuis disparu des archives de police. La découverte de ce meurtrier va bouleverser tout le pays entier. Si le Mexique est habitué aux nouvelles de crimes violents, le démembrement n'est pas courant en matière de meurtre. Le cannibalisme est également un élément violent, mais qui a déjà été connu quelques années auparavant dans le pays. José est condamné à 50 ans de prison pour les meurtres d'Alejandra, de Veronica et de la prostituée présentée sous le nom de la Jarocha. On le soupçonne d'avoir commis d'autres meurtres, mais les preuves sont insuffisantes. Si 3 meurtres ont pu être confirmés, les autorités pensent qu'il y a encore 5 crimes supplémentaires. Pour eux, c'était clair, il avait fait beaucoup plus qu'on ne le pense. Le 11 décembre 2007, le décès de José Luis Zepeda est prononcé.
L'homme était détenu à la prison d'Oriente depuis quelques semaines seulement. L'administration de la prison confie que José a été retrouvé mort pendu dans sa cellule à l'aide de sa ceinture. Il a bloqué l'entrée de sa cellule et a commis son acte tôt dans la matinée, entre 6h et 6h30. Une sœur du détenu assure que José vivait un véritable calvaire dans l'établissement pénitentiaire. Il a vécu du harcèlement, était victime d'extorsion ainsi que d'agressions sexuelles. Le corps de José démontre également qu'il a subi des actes violents. José souffrait d'un trouble bipolaire et avait exprimé des remords concernant ses actes passés. Il aurait pu décider de mettre fin à sa vie car le sentiment de culpabilité était trop grand. Le rapport d'autopsie conclut tout de même à une mort donnée volontairement. La mort ne serait pas due à la pendaison. José est décédé suite à la prise de cocaïne. L'avocat du détenu confirme cette information et que José a laissé 2 lettres à l'intention de sa mère. La mère d'Alejandra, Soledad Garavito, accueille la nouvelle de la mort de Zepeda comme un châtiment divin. Je ne souhaite la mort à personne, mais je sens que c'est la justice divine. Je ne prends pas plaisir à la mort de cet homme, mais j'ai vu qu'il y avait un Dieu et qu'il était avec moi. Les proches de la jeune femme avaient rapidement remarqué qu'Alejandra ne donnait plus de signes de vie, et ils ont aussitôt déclenché l'alerte auprès des autorités. Ici, on va faire une nouvelle parenthèse pour revenir sur un protagoniste ayant pris une importance dans notre récit un peu plus tôt. Le 19 décembre 2007, une semaine après le décès de Zepeda, un mandat d'arrêt est délivré à l'encontre de Juan Carlos Pérez. On reconnaît qu'il a exercé un rôle de complice auprès de Zepeda dans le meurtre de la jeune femme. Juan Carlos était déjà détenu depuis 2 mois, avant la mise en place du mandat d'arrêt, dans un hôtel en attendant que l'enquête soit menée à son terme. L'homme a d'ailleurs tenté de s'enfuir, mais il a rapidement été interpellé. José Luis Zepeda est aujourd'hui surnommé le cannibale de la Guerrero, faisant référence à l'état dans lequel il a sévi, mais également le poète cannibale. Il est considéré par les Mexicains comme l'un des tueurs en série le plus choquant du pays. Son mode opératoire, si on peut le nommer ainsi, a choqué tout le monde. S'il a provoqué la mort de plusieurs femmes, il n'avait pas peur d'attaquer ses propres conjointes. On a supposé que les mauvais comportements de sa mère ont été à l'origine de son désir de tuer des femmes, même s'il ne l'a jamais exprimé. Concernant son supposé complice Juan Carlos Pérez, je ne sais pas s'il est aujourd'hui encore incarcéré. On se retrouve pour la conclusion de notre affaire. Et ici, j'attends vos avis avec impatience dans les commentaires. Je voudrais vous poser la question suivante. Un tueur en série, selon vous, peut-il revivre en société après tout ce qu'il a fait? La question peut sembler bête, mais j'ai envie d'avoir vos avis. Est-ce que pour vous, ils ont droit à une seconde chance à un moment donné de leur vie, ou non? Ils sont considérés comme des monstres et ils doivent pourrir en prison jusqu'à la fin de leur jour.